Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième jour de la spéciale quotidienne e-loyauté. Donc, dans notre rubrique C'est Sport, nous parlerons des volleyades où on peut remarquer plusieurs joueuses des e-loyautés. Ensuite, pour notre rubrique Grandeur Nature, nous parlerons donc de la chasse aux crabes de cocotier. Et enfin, dans ces citoyens, nous parlerons de la réglementation de la chasse aux roussettes. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors pour notre spécial e-loyauté, je reçois aujourd'hui Jérôme Cochard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du SPAC. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le SPAC? Alors le SPAC c'est le syndicat du personnel d'Air Calédonie, donc c'est un gros syndicat d'Air Calédonie, on est majoritaire, aussi bien au sol que chez nos personnels navigants. Donc voilà, c'est le gros syndicat. On traite les affaires. Alors le sujet aujourd'hui qui va être traité, c'est que vous avez annoncé dans un communiqué un préavis de grève illimité concernant justement la compagnie Air Calédonie, et ce préavis de grève, on va dire, prend effet aujourd'hui. Alors pourquoi vous notez des dysfonctionnements? Quels sont les dysfonctionnements? Alors, petite précision, que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, le mouvement qui sera conduit ne sera pas contre le fonctionnement d'Air Calédonie, mais contre le dysfonctionnement même de l'autorité qui est l'aviation civile, qui est l'administration en charge du transport aérien en Calédonie. On a de gros problèmes, si vous voulez, les problèmes qui sont issus de cette administration se répercutent sur nous, les exploitants, donc Air Calédonie et d'autres. Et donc ça, on ne peut pas laisser faire quand même indéfiniment. Il faut savoir que sur l'exercice dernier, déjà, on a perdu 500 millions. Que les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité ou ce qui aurait été annoncé. Et donc, on risque d'en perdre encore 300 millions sur l'exercice à venir. Mais donc, pourquoi ne pas bloquer justement que l'administration? Ce qui sera fait, le mouvement qui sera fait contre l'administration, si vous voulez. C'est pour interpeller nos décideurs, qui est notamment le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de dire qu'il faut trouver des solutions. Alors un peu plus dans le détail, la problématique essentielle, quand je parle de dysfonctionnement au niveau des ressources humaines, la problématique essentielle, ce sont les effectifs des contrôleurs aériens sur Magenta. Voilà. Donc une grève avait déjà été donnée l'an dernier, donc du coup on suppose que l'affaire n'a pas été réglée finalement. Alors l'année dernière, le mouvement de grève qui avait été initié l'année dernière donc par le SPAC concernait essentiellement les infrastructures, c'est-à-dire qu'on demandait au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de faire en sorte à ce que les travaux soient réalisés pour que la plateforme de Magenta passe en catégorie 3. Donc ça a mis un certain temps, mais à ce jour, donc c'est acté, c'est-à-dire que le montant des travaux a été voté au budget supplémentaire, que la mairie de Nouméa a donné son accord, et que tout ça est en cours d'achèvement. Bon, ça prendra quelques années, vous comprenez bien que pour décaler une route, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cette problématique qui était de l'année dernière, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème d'effectifs et de... Justement, l'effectif a été aussi également prononcé l'année dernière. Donc ça veut dire quoi? C'est un manque de formation, un manque de personnel. Où est-ce qu'il faut... Alors, pour comprendre les choses, il me semble que tout ceci est lié avec le transfert de l'activité d'Air Calédonie sur Tontouta. Donc il y a un scénario qui avait été élaboré par, je suppose, l'aviation civile, de transférer l'exploitation d'Air Calédonie sur Tontouta. Donc de ce fait, les effectifs du contrôle aérien de Magenta, en anticipation, avaient été mis sur Tontouta. Le problème, et alors là c'est un peu l'utopie, c'est que ce genre de dossier-là, ça ne se prend pas comme ça du jour au lendemain, sans étude approfondie. L'étude a été donc réalisée, et il s'avère que ce transfert-là coûterait à la compagnie pratiquement 1 milliard. 1 milliard, sans compter les problématiques de transport de ces 450 000 passagers qu'on fait par an sur Tontouta, avec une route qui n'est pas forcément adaptée. Donc de grosses problématiques qui n'ont pas été prises en compte. Donc de fait, il a été acté que le transfert sur Tontouta ne se ferait pas
avant 10 ou 15 ans. Alors là, vous parlez justement de passagers, un élément important. Souvent, quand on parle d'annonce de grève, et surtout à la rentrée prochaine, donc du coup, les usagers sont souvent en otage. Alors, comment vous le prenez? Alors, les passagers dans cette histoire-là, le problème, c'est que lié à ce manque d'effectifs du contrôle aérien sur Magenta, Air Calédonie fonctionne de manière restreinte. Si vous voulez, on ne peut pas adopter notre programme de vol qui offrirait plus de sièges à nos passagers. Vous pouvez demander à tout usager des îles pour prendre un billet sur Aircal, c'est pas évident, c'est même compliqué et ça énerve tout le monde. Mais il faut savoir qu'Air Calédonie, là-dedans, on subit comme eux. Et nous, syndicat du personnel, nous sommes concernés. Donc moi, je pense que l'administration en charge devrait peut-être voir les choses de manière un peu plus large, que le gouvernement de la Calédonie prenne aussi en compte que ça concerne quand même 450 000 passagers des îles qui sont embêtés au jour le jour, que également c'est quand même 400 familles chez Air Calédonie qui vivent du travail de cette entreprise. Et qu'il faut prendre en compte ces choses-là, quand même. C'est un peu... On va dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été justement abordés jusque-là à Air Calédonie. On parle du gouvernement, on parle justement de l'administration. On a l'impression que les discussions ne sont pas exactement faites. Comment ça se passe? C'est un petit peu compliqué quand il s'agit de discuter de l'administration qui est l'aviation civile. Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, l'histoire veut que lors des transferts de compétences, une partie des prérogatives a été donc donnée à la Nouvelle-Calédonie, donc au gouvernement, et une autre partie reste État. Donc je voulais en profiter aussi pour dire et demander aux représentants de l'État qui se mettent peut-être un peu plus dans le problème à résoudre ce problème de sous-effectif. Donc, pour être très clair avec vous, le problème de sous-effectif n'est plus trop d'actualité aujourd'hui, puisque 2 contrôleurs de Tontouta sont revenus sur Magenta. Donc ça, c'était en fin d'année dernière, mais il leur faut, bien qu'ils soient issus du contrôle de Magenta, 1 an, voire plus, de formation, quoi. Donc pendant ce laps de temps, ces gens-là ne sont pas autonomes. D'accord. Voyez, donc, si vous voulez, pour nous, ça ne change pas grand-chose. On vole sur des amplitudes restreintes. Alors, on peut parler également aussi de... Vous demandez également un audit général de la direction civile, donc une information importante. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? J'y compte bien. J'y compte bien parce que... Mais qu'attendez-vous justement de cet audit? Est-ce que les choses ont changé? Il y a eu une problématique, on a tous vécu le problème des grèves à répétition des contrôleurs aériens au sein de l'aviation civile. Ces gens-là ont leurs revendications, je ne rentre pas dans le détail puisque je ne connais pas le fond du sujet. Mais ce problème-là se répercute sur les entreprises de transport derrière. Et c'est des répercussions qui sont assez lourdes. Je vous parlais de 500 millions sur l'exercice dernier, c'est pas rien. Et j'ai l'impression qu'en interne, dans l'administration de l'aviation civile, dans les services de ressources humaines, il y a un gros problème. Ok. Donc, et là, il faut qu'ils règlent leurs problèmes chez eux et ne pas le répercuter sur les opérateurs. Alors, pour revenir, on parlait tout à l'heure de travaux, justement sur le site de Magenta. La route va être déplacée. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ces projets? Alors ça, ça a déjà été... ça fait 8 ans, voire 10 ans qu'on parle de ce projet-là. C'est-à-dire que quand Air Calédonie a commencé à exploiter l'ATR 72, qui est un avion un peu plus gros que l'ATR 42, il se posait un problème de sécurité, c'est-à-dire que l'axe de la route qui longe la piste est trop près de l'axe de la piste. Si vous voulez, en cas d'accident, il y a une norme à respecter qui ne l'est pas aujourd'hui. Donc nous, actuellement, nous volons sous dérogation, c'est-à-dire qu'on nous impose un nombre de vols restreint, parce que, évidemment, il y a ce problème sécuritaire. Les choses sont faites, les travaux vont être réalisés. Pour nous, il est impératif que ces travaux soient menés et que cette plateforme soit aux normes catégorie 3. Pourquoi? Parce que le transfert sur Tontouta ne se fera pas avant 10 ou 15 ans. Donc il faut bien trouver une solution immédiate qui nous permette d'attendre un éventuel transfert. Alors là, vous avez déposé justement ce communiqué. Qu'est-ce que vous attendez des discussions si par rapport à l'annonce de ce préavis de grève, il n'y a pas de discussion, donc c'est une grève immédiate? C'est une grève, alors attendez, là la première journée c'est pour mobiliser un petit peu les troupes et surtout pour informer. Donc là je suis là en face de vous, c'est bien le but escompté. Il faut que... Quelles seront les conséquences pour justement les usagers?
Les conséquences pour les usagers, effectivement, il y aura une journée de vol de perdu. Mais il faut comprendre qu'à terme, si on a ce qu'on demande, si on peut déposer notre plan de vol et voler selon notre demande, qui sont les usagers, effectivement, ça, vous verrez qu'au niveau des usagers, il y aura beaucoup moins de tension. Pourquoi? Parce qu'il y aura des sièges offerts. Donc aujourd'hui, vous rassurez les usagers. Mais oui, évidemment, évidemment, c'est pour eux aussi. Et c'est essentiellement même pour eux, je dirais. D'accord, donc Jérôme Couchard, si vous n'avez plus rien à dire sur ce peut-être un message à passer également pour terminer aux autorités qui nous regardent. Oui, aux autorités. Une dernière chose, c'est que ce genre de problématique, vous savez qu'Arcal, sous l'impulsion de son PDG, M. Nepeo, a entamé des grands chantiers, des grands chantiers, dont le renouvellement de la flotte. Et cet renouvellement de la flotte, il y a un projet de défiscalisation qui est en cours. Et le point qui coince, c'est un petit peu ce problème d'infrastructure, là, qui est en cours. Et effectivement, Bercy dit, si vous voulez 4 avions qu'on défiscalise, il faut les faire voler, quoi. Donc à partir du moment où on a une restriction sur les vols de ces avions, ça peut poser problème. Donc vous voyez que ça quand même, ça fait tache d'huile et ça va un peu plus loin quand même. Alors justement, vous mentionnez les infrastructures. Est-ce qu'aux îles Loyauté, est-ce qu'on peut dire que les infrastructures sont aux normes? On dit qu'on a toujours des problèmes au niveau de la piste de marée. Comment ça se passe exactement? Alors on a également des limitations sur la piste de marée, effectivement. Alors ça c'est pareil, on avait Marais, on avait UVA, l'IFU est aux normes, les pins. Bon, ça c'est des problèmes d'infrastructure. Alors qui est compétent? Parce que selon le terrain, les compétences ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, ces problèmes d'infrastructure font en réalité un manque à gagner pour la compagnie Air Calédonie. Voilà. Alors Jérôme Couchard, merci d'avoir accepté cette invitation et venir nous parler de ce préavis de grève. Mais de rien, merci. Bonjour Demi, aujourd'hui on parle volleyball. C'est ça, bonjour Elise et bonjour à tous. Les volleyades en ligne de mire durant une semaine, les jeunes volleyeuses de Marais, l'IFU et UVA et également une joueuse de Païta ont eu droit à un entraînement intensif qui s'est déroulé au stade de Nassé à l'IFU. Objectif, Elise, préparer au mieux le déplacement en Côte d'Azur. 6 heures d'entraînement par jour pour un tournoi qui est devenu un rendez-vous incontournable pour le volleyball calédonien. Alors, quelle est cette compétition? Alors, les volleyades, c'est une compétition, Elise, qui réunit l'élite nationale des moins de 15 ans, une grande fête du volleyball, réunissant les 23 meilleures sélections minimes, c'est-à-dire les moins de 13 ans, des départements français. L'an dernier, les volleyades s'étaient déroulées du 30 avril au 3 mai à Mougins, c'est en Côte d'Azur. Donc, se faire repérer par des recruteurs et intégrer surtout les clubs professionnels français ou encore les pôles espoirs, telles sont les vocations de ces volleyades, un tremplin vers l'élite du volleyball français. En tout, c'est 250 jeunes, Élise, donc seuls les meilleurs seront appelés pour préparer justement cette excellence nationale en matière de volleyball. Alors parmi ces 250 jeunes, il y aura des Calédoniens. Voilà, ou plutôt j'ai envie de dire des Calédoniennes, donc seules les volleyeuses seront de la partie métropolitaine. Il n'y aura pas effectivement de sélection masculine. Depuis 2009, la Calédonie n'a manqué aucun rendez-vous, aucune volleyade. L'an dernier, les Rouges et Gris avaient terminé à la 24e place sur 25 équipes engagées. Il n'y a pas de secret, dit Franck Elia, l'entraîneur de la sélection. La Calédonie est en effet très loin du niveau national. On ne peut rivaliser avec des joueuses françaises qui sont à 3 matchs par week-end, avec des filles qui sont à leur 4e regroupement annuel, dit l'entraîneur de cette sélection, Franck Elia. Alors pourquoi participer aux volleyades? Alors justement pour permettre aux joueuses d'avoir la chance d'être pourquoi pas repérées par des recruteurs, des entraîneurs des équipes professionnelles françaises ou des directeurs de pôle espoir. Intégrer donc un club professionnel, on le sait, c'est le rêve de tout joueur. Et puis pourquoi pas suivre le chemin, les pas plutôt d'un certain Moïse Kalemou Mossé, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu du volleyball. Capitaine de la sélection calédonienne masculine, il est actuellement sur le territoire. Pendant plusieurs années, ce jeune originaire de Djéou a joué chez les Spacers, c'est le club professionnel de volleyball de Toulouse, mais également à Paris Volley. Voilà, deux grands clubs français. Moïse Kalemou, un ancien pensionnaire du centre technique d'entraînement qu'on appelle le CTE, que l'on va découvrir tout de suite dans ce reportage direction Rivière-Salée.
elle fait que monter. Je dis la balle elle doit monter, ça, mais doit aussi avancer. On est là pour leur inculquer les fondamentaux techniques, donc l'ensemble des gestes qu'il leur faut pour pratiquer le volleyball. Donc voilà, la réception, la passe, l'attaque. Donc voilà, c'est tous les fondamentaux qu'il faut pour qu'ils puissent évoluer. Si on avait plus de rencontres, si chaque district, chaque comité, chaque province pouvait organiser un championnat jeune régulier avec des regroupements de façon régulière, on pourrait justement construire cet état d'esprit de compétition avec des jeunes qui se rencontrent régulièrement. Mais là, il est vrai que sur les îles, on a la chance sur chaque île de pouvoir organiser 5 regroupements. Donc déjà, c'est déjà quelque chose. À la différence du sud ou du nord où voilà, c'est difficile, quoi. Ce qui manque, c'est vrai que c'est le mental. Donc chose qu'il n'y a pas, ce qu'on n'arrive pas à voir du fait que c'est par le manque de compétition, le fait que le vivier aussi il fait qu'ici il est tellement faible, du coup on n'a pas une concurrence comme on a en métropole. Donc c'est ça qui fait que si on avait la concurrence, un vivier plus important, on pourrait donc faire que le mental, on ait un mental qui grandit et faire des filles qui soient fortes sur le terrain, quoi. Et je pense que c'est là une de nos grosses faiblesses. Quand la balle est trop en haut, ben elle est là, vous êtes en retard, ben vous prenez la balle là. On pense techniquement, on la prend là. Mais normalement, sur la passe à Dido, elle devrait être devant. La balle doit être devant. C'est comme la manchette. On avait déjà expérimenté un CTE, proprement dit, est rattaché à une structure scolaire. Donc où les gamins ils sont dans des classes à horaires aménagés. Nous, le volleyball, c'est pas le cas parce qu'on avait déjà expérimenté notre premier CTE en 2001, qui était au collège Mariotti et après au collège River-Salé. On avait des soucis d'internat et comme on avait des gamins venant du nord et des îles, donc automatiquement l'hébergement posait problème. Donc on a revu un peu la formule depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on a le CTE mais on fonctionne uniquement pendant les vacances. Donc en fait ce sont les meilleurs gamins, garçons et filles, issus des centres des écoles de volley que nous regroupons ici pendant les vacances scolaires pour en fait faire les volleyades. Alors qu'il y a une compétition qui aura lieu en métropole mais en avril 2016. Et nous les préparons déjà cette année. Donc là c'est la catégorie des 2001-2002. Donc on va dire les 14-15 ans. Et nous les préparons pour une compétition qui aura lieu l'année prochaine en métropole. On a obligé un peu les clubs à avoir des écoles de volley. Et par le biais de cette compétition qui sont les volleyades, on donne aussi une opportunité aux gamins de faire un cursus pour l'espoir sur la métropole. Et actuellement, donc depuis, on va dire, depuis les années 2000, on a en gros, on a vu passer entre nos mains des gamines qui ont été détectées en pôle. En gros, on va dire qu'on a une quinzaine de filles pour autant de garçons, quoi. Sur des compétitions comme les volleyades, on se retrouve face à des personnes, des sportifs qui, elles, s'entraînent à raison de 10 fois par semaine avec 3 matchs le week-end. Donc voilà, on a un gros retard au niveau du temps de pratique qui fait que voilà, le mental, ça se construit d'abord dans une pratique régulière et forte. Voilà, donc c'était durant un regroupement qui s'est déroulé sur Nouméa. Voilà, c'est un regroupement qui a eu lieu l'an dernier, le dernier de l'année. Et cette année, le premier s'est effectué, comme je vous le disais en début de chronique, sur l'île de Lifou, dans la salle Omnisport de Nassé. Donc, durant le premier regroupement qui s'est déroulé la semaine dernière, il faut savoir que le sélectionneur parlait encore d'un groupe encore approximatif. Ils ne sont pas sûrs encore des joueuses qui vont de la liste définitive. Et
faut savoir aussi que pour la petite nouveauté pour cette année, c'est que la Nouvelle-Calédonie partira avec dans ses rangs 3 joueuses de Wallis et Futuna, un partenariat qui a été trouvé, qui a été mis en place entre la Ligue de volleyball de la Nouvelle-Calédonie et celle de Wallis et Futuna, vu que la Wallis et Futuna ne peut se rendre par manque de moyens financiers pour participer en métropole, ne peut se rendre en Côte d'Azur pour participer au Volleyad. Eh bien, un accord a été trouvé pour que la Nouvelle-Calédonie puisse partir avec les meilleurs éléments de la sélection wallisienne de volleyball. Donc du coup, 3 joueuses ont également participé à ce regroupement qui s'est déroulé à Lifou. La liste devrait être dévoilée dans les jours qui viennent par la Ligue de volleyball, mais a priori, vu le talent et vu l'engouement du volley qu'il y a à Wallis et Futuna, sachant que la sélection masculine et féminine reste sur une médaille d'or durant les derniers Jeux du Pacifique. Faut savoir que là-bas, le volley, c'est un peu comme une religion, voilà, c'est comme le football ici. Et donc du coup, je ne vois pas ce qui empêcherait la Ligue de volleyball calédonienne d'emmener avec elle les joueuses qui viennent de Wallis et Futuna. C'est tout bénéf pour la Nouvelle-Calédonie, voilà, sachant qu'avec ces joueuses-là, eh bien, le niveau, peut-être que il pourrait changer la donne d'une 24e place. On pourrait gravir quelques marches sur le club. Voilà ce qu'on peut dire des Volleyades. Merci Jamie. Merci Elise et merci à tous. Salut Duke, alors aujourd'hui on va aborder en 3 minutes chrono la réglementation de la chasse aux roussettes, aux îles Loyauté. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors en effet Elise, c'est bien ça, la roussette, ce petit mammifère volant qui est très apprécié pour sa chair ici au pays. Et sa chair est tellement appréciée que il faut réglementer. La réglementation et les amendes, enfin les sanctions qui sont encourues sont très lourdes. Alors on sait qu'en province sud, la chasse aux roussettes est ouverte uniquement les week-ends du 1er avril au 30 avril inclus et se limite à 5 roussettes par chasseur et par journée de chasse. Alors comment ça se passe aux îles Loyauté? Alors du côté des îles, la chasse à la roussette est autorisée donc du 1er avril au 30 juin. Le nombre de roussettes est donc limité à 10 roussettes par jour et par chasseur. En dehors de cette période d'Élise, il est bien évident qu'il est interdit de la chasser. Il est également interdit de chasser quand ils sont dans leur nid. Alors il y a parfois certains interdits, qu'apparemment peu de gens le savent ou l'appliquent. Apparemment, l'utilisation, tout le monde ne sait pas que l'utilisation des projecteurs qui servent à éblouir les roussettes, tout ça c'est interdit. La vente aussi, l'achat et donc la commercialisation des roussettes ne sont pas autorisés. Mais là encore, tout le monde ne respecte pas ces interdictions parce que, voilà, comme tu l'as dit, les infos concernant ces restrictions-là ne sont pas assez partagées ou diffusées. Alors, comment est perçue ces réglementations autour de la chasse aux roussettes aux îles Loyauté? Alors, la province des îles est compétente en matière de réglementation environnement, mais le statut de réserve coutumière des îles Loyauté prend le dessus. Pour faire simple, Élise, les habitants n'ont pas connaissance, comme on l'a dit, de ces périodes de chasse, ni de l'interdiction de la commercialisation. Alors on va dire qu'il est plus facile, il est de plus en plus difficile plutôt de faire appliquer cette réglementation. D'accord, alors qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre les abus? Alors on a du côté de Magenta, par exemple à l'aérodrome, on a de plus en plus de contrôles qui sont mis en place. Alors comment ça se passe? À savoir que les personnes, dès qu'elles ont quitté les îles Loyauté, elles se rendent sur Nouméa, mais c'est la province sud qui est en charge des contrôles. Alors ce qui se passe, c'est que dès qu'une des personnes est entre guillemets chopée avec des roussettes dans ses bagages, dans ses glacières, et là, habituellement, tous les colis sont saisis, les roussettes. Et apparemment, parce que normalement, en cas d'infraction, les personnes concernées reçoivent une amende, c'est bien ça? C'est ça, alors l'amende, elle peut être très très lourde, ça peut aller jusqu'à 3,5 millions de francs CFP, et en plus de ça, 2 ans d'emprisonnement. Alors, la roussette, on la mange, mais on la fête également, donc c'est un peu délicat, quoi. C'est vrai, on va dire qu'on a une fête, par exemple, qui se déroule du côté de Lifou, dans la tribu de Thwaek. Alors, c'est souvent l'occasion de découvrir, de redécouvrir pour certains les saveurs particulières de la chair de la roussette. L'occasion aussi de sensibiliser les gens sur la protection de cet animal et redéfinir aussi la place de ce plat dans la société kanak, notamment à Lifou. Et pour finir, il est important de préciser que sur Thwaek, les habitants là-bas pratiquent une chasse
on va dire, ancestrale, puisqu'ils sont encore avec, ils pratiquent la chasse avec, non, plutôt les longs bâtons là, avec les crochets. Ah oui, c'est vrai. Lorsque les pandanus quand c'est la saison des fruits sur les pandanus. Voilà. Donc merci Duc de nous avoir parlé de la réglementation de la chasse de roussette. On te retrouve la semaine prochaine. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Aux îles Loyauté, la chair du crabe de cocotier donc est très prisée des Iliens. Pour notre rubrique Grandeur Nature, je vous emmène à Lifou découvrir comment ça se passe, donc la chasse au crabe de cocotier. Vous quittez Jani. La chasse de cocotier, crabe de cocotier, c'est notre délire. Depuis avoir que les vieux ils vont toujours à la mer pour chasser le crabe de cocotier. Et ils nous expliquent que pour les fils, après c'est nous qui va toujours maintenant, si on a envie de partir, ben on part pour aller chasser les crabes de cocotier. Et en même temps, on a pris aussi pour les petits jeunes. Puis ça met de génération en génération. Le crabe de cocotier, on peut trouver à la mer, on peut trouver sous les pieds de cocotier. Eux, ils cherchent à manger. Mais on peut trouver n'importe où. Voilà. Mais là, on est arrivé ici. On va aller, comme hier, on est parti déposer les pièges pour les crabes de cocotier. On va aller tout doucement, on a 15 minutes de marche pour aller au bas. On va tordre l'heure pour aller chercher les crabes de cocotier qu'on a mis les pièges hier soir. Et là, j'ai coupé 2 sortes de broches pour on va mettre sur la route. Comme ça, il y a des gens qui nous regardent, ben, avec les poisses, tout ça, ils vont rester là. Mais nous, on descend au bas, les poisses, tout ça, ils vont rester là. La malchance. On peut plus traverser pour nous suivre. Comme moi, c'est jusqu'à demain matin de bonne heure pour chercher les crabes. C'est bon les jeunes qui sont en forme, les jeunes qui sont un peu... Et voilà. Puis au bas, ça monte, il faut avoir des chaussures de sécurité, des pantalons, avec des lampes aussi bien forts. Là. On veut qu'on chiche les gilets. Marche tranquille, qu'on chiche. Toute l'année, si on a envie de partir pour chasser les crabes de cocotier, ben on descend pour chasser. Il y a les crabes de cocotier qui nous attendent au bas. C'est à nous de voir si on descend ou on reste. Quand il y a la pluie, ils sortent. Mais quand il n'y a pas la pluie, il y a les petits qui sortent. Ça dépend des crabes de cocotier. Il y a les autres qui sortent pour baigner à la mer. Puis il y a les autres qui sortent pour chercher à manger pour les petits. Puis surtout eux, les autres crabes de cocotier, ils sortent à 9 h, bonne heure.
Et puis les autres qui sortent vers 1h du matin, 2h du matin. C'est pour ça que nous, on cherche jusqu'à 2h du matin, à 3h du matin. Falaise. On voit les falaises d'ici. Falaise de Witch, falaise de... Ben, quand on vient de la tribu, on vient toujours ici. Comme on vient ici pour une pause avant de descendre dans la mer. On vient toujours par là pour regarder la tribu, district de Witch, district de Lossi, puis district de Gesha aussi. On voit bien de là. Ben, là, on voit tous les fous. Ça, c'est un médicament Kanak qu'on trouve sur la route. S'il y a l'entorse sur le genou, on prend ce médicament, on mélange avec de l'eau, puis on prend le jus, on va mettre sur le genou, puis c'est bon. Là, ça va guérir. Là, c'est Michi. On appelle ça Michi. On va descendre à la mer. Et attention, ça glisse, hein. Faut descendre tout doucement. Il n'y a pas le feu. Il tourbillonne jusqu'au ciel de sa part. Il borde mon petit chemin comme pour m'emmener vers un endroit divin. Seul peut deviner le génie si malin. Il tourbillonne jusqu'au ciel de sa part. Pendant les Noël, tous les garçons de la tribu descendent toujours ici à la mer pour couper les sapins pour fête de Noël. Ici là, on appelle fêté. On appelle toujours fêté. Le spectacle est si magique. On voit le montant des tuyaux, mais comme là c'est un peu flou. Mais sinon on peut voir le montant des tuyaux d'ici là. On part à 4h, 4h30 pour aller au bas pour attendre 9h pour aller chasser les pièges. Et puis avant d'aller partir chasser les pièges, il faut d'abord qu'on fait du feu pour chasser un peu les moustiques. Faut d'abord nettoyer les cocotiers. Comme ça, quand on part chasser les crabes cocotiers, quand on aller partir pour voir les pièges, c'est sûr qu'on va trouver des crabes de cocotier dessus les pièges. Parce qu'avant de partir, il faut d'abord nettoyer les cocotiers, la grotte, tout ce qu'il faut. Du coup, là, on vient de descendre de la falaise. Et puis, c'est ici qu'on va camper. C'est ici la grotte, quoi. Puis, première chose à faire, c'est de faire du feu. Pour éloigner les moustiques, les fourmis rouges, tout ce qui va nous embêter dans la nuit. C'est... Ouais, là, il y a le phare qui vient de partir, il va aller ramasser du bois mort pour faire le feu. C'est bon à 9h. On va y aller à 9h. Hein. 9h30.
Le poca. Putain. Et là, le poca. Deux petits cochons. Des petits cochons. Cochons sauvages. Eh, putain, il y a des autres là. Putain, il y a des autres. Viens, viens. Venez. Voilà la mer là-bas. Voilà la mer. Regarde. C'est des bouillons, le poca. La fouille. Là, heureusement qu'on n'a pas emmené de chien. Sinon, on aurait de la chance. Voilà, ce soir, c'est menu cochon. Voilà, deux petits cochons. Cochons sauvages. Femelles, hein? Oui, deux femelles. Deux femelles. On bouge. Il est 9h. Il est 9h. On bouge. Merci. Et bon ben là, on commence déjà à vérifier les pièges. Là, on a taillé un petit bout de bois pour mettre par-dessus le coco. Pour que... Là, on a mis comme ça, de cette façon. Comme ça, le crabe de cocotier, il va pas s'enfuir avec le coco. Ça fait que du coup, on a planté dessus un bout de bois. Voilà, c'est là qu'il va grimper dessus, il va essayer de tirer. Et puis, il ne pourra pas. Du coup, il va commencer à grignoter. C'est là qu'on va venir le chercher. Bon, ben là, on va continuer à vérifier les autres pièges. On y va. Bon ben là on a trouvé un. Voilà, il est juste là. Il y a le piège qui se trouve là-bas. Et puis là il y a Cousin là qui va vous montrer comment on l'attache. Nabi Aoye. Ça c'est un moyen. Peut-être qu'on aurait de la chance qu'on va trouver des gros. Dans une chasse de crabe de cocotier, ce qui est dangereux, c'est les deux pèces. Il faut faire attention pour les deux pèces parce que c'est un peu dangereux. Il ne faut pas qu'on attrape les deux pèces. Il faut d'abord attraper les pattes qui sont lourdes. Quand ils pèsent, ben, eux ils savent que c'est la main des humains, ils ne peuvent plus lâcher. C'est bon le bois, les autres trucs, mais eux ils savent déjà que c'est ça, c'est la main d'un homme ou des êtres humains. Et ils vont pincer, il ne faut plus lâcher, obligé de couper avec le couteau. Ou... Faire attention, c'est trop dangereux. Ah, premier crabe. Cela fait 30 ans déjà
Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. Nous avons la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir une faune très diversifiée et pour une bonne part endémique, même si ce n'est pas aussi extraordinaire que pour notre flore. Parmi ces animaux, les squamates, que l'on connaît mieux sous le nom de lézards ou encore geckos, sont respectés. Ce sont des animaux totémiques en Nouvelle-Calédonie en général et aux îles Loyauté en particulier. C'est vrai que le lézard est souvent présent dans les légendes loyaltiennes, tout comme le poulpe ou encore le rat. Mais au niveau scientifique, que sait-on des lézards en Nouvelle-Calédonie? Alors en fait, on différencie les 5 qu'on appelle communément les lézards et qui sont plutôt diurnes, des geckos qui eux sont plutôt nocturnes. Il y aurait environ 130 espèces différentes en Nouvelle-Calédonie, peut-être même plus, mais elles ne sont pas toutes connues puisque c'est un animal discret et qui est assez difficile à étudier. Parmi ces espèces, on retrouve le très connu gecko géant qu'on appelle de son nom scientifique Rhacodactylus leachianus et qui peut parfois dépasser les 40 cm. Il est très prisé des collectionneurs d'ailleurs. Et c'est une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie aussi? Oui, parmi les environ 130 espèces, une bonne moitié serait endémique au territoire et certaines d'entre elles sont même micro-endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve que sur de toutes petites zones. On peut présumer qu'il existe des espèces endémiques à certaines îles Loyauté, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu d'études scientifiques menées sur les îles. Du coup, il reste encore du travail pour les scientifiques. Alors, ce sont des animaux qui intéressent la science en général? Oui, en particulier les geckos, qui intéressent les scientifiques depuis déjà plusieurs années pour leur capacité à se déplacer sur toutes les surfaces, ou presque, et dans n'importe quel sens, tête en l'air, tête en bas, en diagonale, peu importe, et ce, grâce à une particularité, les sétules qu'ils possèdent sous leurs pattes. Ce sont en fait des poils microscopiques qui créent une adhésion aux surfaces grâce aux forces de Van der Waals. On ne va pas se lancer dans un cours de physique. Ces forces agissent entre l'extrémité des poils et les surfaces et permettent aux geckos d'escalader ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'il y a eu des études concernant cette particularité et qu'est-ce que ça a donné? Alors, des chercheurs de l'université du Massachusetts ont étudié l'animal et s'en sont inspirés pour créer un matériau qui reproduit la force d'adhésion de la peau du gecko. Ils l'ont appelé Gexkin pour peau de gecko en anglais. Et c'est en fait un assemblage de plusieurs couches d'élastomères, de fibres de verre et de carbone qui a un fort pouvoir d'adhésion uniquement grâce aux forces de Van der Waals qui font s'attirer les molécules entre elles. Il n'y a pas d'effet d'aspiration ou de résidus collants. Et ça marche? Apparemment oui. Sur internet, on peut trouver une vidéo de démonstration où on voit les chercheurs utiliser un bout de Gexkin pour fixer une télé sur différents revêtements, bois, peinture, béton, verre. Et même si le revêtement n'est pas particulièrement lisse, ça fonctionne d'après la vidéo que vous pouvez visionner sur YouTube en tapant le mot-clé Gexkin tout simplement. Voilà, donc un bel exemple de biomimétisme, ce matériau. Exactement, donc c'est une technique scientifique qui consiste à reproduire ce qui existe naturellement dans la nature. Et chez les geckos, il n'y a pas que le pouvoir d'adhérence qui intéresse. Une équipe de chercheurs australiens étudie une espèce de gecko qui vit dans le désert australien et qui a la particularité d'avoir une peau totalement imperméable. On regarde ça en images. Saviez-vous que le gecko a une peau incroyablement waterproof? C'est la découverte de plusieurs biologistes du Queensland en Australie. Ce gecko au motif noir et vert, qui vit dans le désert, est l'une des rares espèces de reptiles ou d'insectes à posséder cette qualité. Lorsque l'on pose de l'eau sur sa peau, on se rend compte qu'elle perle à la surface. Des petites bosses recouvertes de poils minuscules sur la peau de l'animal recueillent l'eau et la repoussent. Les chercheurs ont aussi découvert que la peau de ce gecko était compatible avec des cellules humaines. Parce qu'elle peut grandir ou accepter les cellules de la peau humaine ou d'autres cellules en général, on peut vraiment envisager une réplique de la peau du gecko comme un revêtement génial. C'est comme lorsque vous avez de l'eau gazeuse dans votre verre et que les bulles moussent. Je me suis dit, waouh, c'est excellent, c'est un gecko effervescent. Non seulement la peau du gecko retient l'eau, mais elle s'auto-nettoie, résiste à la poussière et au pollen, tue les bactéries et fournit une surface appropriée pour la croissance de cellules souches humaines. Elle possède toutes ces qualités intégrées dans une surface mince, résistante à l'usure et très flexible.
Ça nous sera très utile de pouvoir l'exploiter parce qu'on pourrait l'utiliser sur des tables d'opération ou des bandages par exemple. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais les chercheurs développent un produit qui reproduirait ce que fait la peau du gecko. Il pourrait avoir d'innombrables utilisations scientifiques, médicales ou encore industrielles. Voilà, donc remplis de ressources, hein, ces petits geckos. Hein. Oui, alors en fait, ils se sont simplement extrêmement bien adaptés à leur milieu, comme ce petit gecko qui vit donc dans le désert. Il a su s'adapter pour utiliser la rosée qui se condense pendant la nuit pour se débarrasser donc de la saleté, des microbes et des autres contaminants. Voilà, merci Mara pour ces informations. Merci à toi Elise, on se retrouve vendredi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.